Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 5, la mesure de la production et ses limites. Pour rappel, nous avions déjà vu dans le chapitre précédent en économie que les entreprises, ou plus largement l'ensemble des unités de production, c'est-à-dire les organisations qui produisent des biens et des services, utilisaient des facteurs de production pour produire justement ces biens et ces services. On a dans les facteurs de production, avant toute chose, le facteur travail et le facteur capital. Le facteur travail, c'est l'ensemble des salariés. C'est la masse salariale de l'entreprise, la main-d'œuvre utilisée par les unités de production. Et d'un autre côté, on a le facteur capital qui peut être décrit comme les biens détenus par une entreprise pour produire d'autres biens ou d'autres services. On va considérer plus généralement les machines dans une usine, mais aussi ça peut être des locaux, des machines qui peuvent être utilisées pour les services, notamment dans le tertiaire, comme l'outil informatique. Plus largement, dans les facteurs de production, on peut aussi y mettre les matières premières, évidemment, l'information qui est de plus en plus importante aujourd'hui, ou encore l'investissement des entreprises qui permettent à ces dernières de développer leur activité. Tout ça, c'est finalement pour produire des biens et des services qui seront vendus. Ces ventes, elles vont permettre aux entreprises de gagner de l'argent. Cet argent, c'est donc de la richesse qui est créée par les entreprises. On peut aller plus loin et dire qu'en fait, avec différentes combinaisons de ces facteurs de production, plus de salariés, moins de machines, développer l'investissement, investir dans un système d'information plus performant, que finalement l'entreprise a différents choix qui s'offrent à elle pour essayer justement de quoi? De vendre plus ou de vendre mieux, mais en tout cas de gagner un peu plus d'argent si on considère que le but d'une entreprise, c'est avant tout de faire du profit. Ces différentes combinaisons, en fait, elles permettent aux entreprises de faire des gains de productivité, ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Nous allons donc voir tout d'abord les principaux indicateurs de richesse. J'ai parlé d'indicateurs, j'aurais pu également utiliser le terme d'agrégat. Un agrégat, ça reste un indicateur, sauf que c'est beaucoup plus spécifique à la mesure de l'activité économique d'un pays. Le principal agrégat qu'on retient, ça va être le PIB, dont on va parler plus tard, qui est délivré par la comptabilité nationale. On va d'abord se tourner vers les entreprises, se mettre à l'échelle d'une seule unité de production, que ce soit pour des biens ou des services, pour nous vous parler du principal indicateur à ce niveau-là, qui va être la valeur ajoutée. On en a déjà parlé, mais je reviens dessus quand même pour que ce soit bien clair. La valeur ajoutée, pour la calculer, on va prendre l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. On est d'accord que les entreprises produisent des biens et des services qu'elles vendent. L'ensemble de ces ventes, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Mais pour produire, les entreprises, elles ont besoin de payer leur main-d'œuvre, de payer leurs machines, de payer l'outil informatique, de payer des assurances, de payer l'eau, de payer l'électricité, de payer les facteurs de production dont on a déjà parlé. Ces facteurs de production, en tout cas le coût des facteurs de production, on va appeler ça les consommations intermédiaires. Donc pour calculer la valeur ajoutée, on prend en considération le chiffre d'affaires auquel on soustrait ces consommations intermédiaires. À la fin, on se retrouve avec l'argent qui finalement est réellement créé par les entreprises. La valeur ajoutée. Nous allons donc à présent dézoomer des unités de production et nous placer à l'échelle nationale. À l'échelle d'un pays, le principal indicateur de richesse s'appelle le produit intérieur brut, le PIB. Pour le calculer, on va donc faire la somme de l'ensemble des valeurs ajoutées créées sur le territoire national. On va toutefois distinguer deux choses, la production marchande d'un côté et la production non marchande de l'autre côté. La production marchande, c'est la valeur ajoutée qu'on vient de décrire. C'est l'ensemble de la richesse créée à partir des ventes réalisées sur le marché des biens et des services. De l'autre côté, on a des produits, des biens et des services qui vont être soit vendus moins cher que leur coût de production, ce qui est interdit pour les entreprises, soit délivrés gratuitement. On parle ici avant tout des services publics.
Les deux productions sont prises en considération dans le calcul du PIB. Toutefois, ici, on va prendre en considération la valeur ajoutée, et de l'autre, comme la richesse créée est plus difficilement calculable, on va prendre en considération le coût de production des services publics. On ajoute ces deux-là, on va ajouter aussi la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane, ça va nous donner le produit intérieur brut. Il est donc intéressant de prendre en considération ces indicateurs pour comparer les richesses des pays. Mais pour bien comparer, il faut comparer avec des choses comparables. Évidemment qu'un pays extrêmement peuplé aura plus de facilité à créer de la richesse et plus de richesse qu'un pays faiblement peuplé. Il est donc intéressant de calculer le PIB par habitant. Pour le calculer, c'est très simple. Il suffit de prendre le PIB, le produit intérieur brut, et de le diviser par le nombre d'habitants d'un pays. Par exemple, en France, en 2017, le produit intérieur brut était de 2583 milliards de dollars américains et la population était de 66,77 millions de personnes. Il faut donc faire 2583 milliards divisé par 66,77 millions. Ça va nous donner un PIB de 38 476,66 dollars américains par habitant. Enfin, il est intéressant de connaître le PIB pour voir l'évolution de la création de richesse dans un pays. Pour cela, on va calculer ce que l'on appelle la croissance. Le taux de croissance, c'est un taux d'évolution entre l'année n et l'année n plus 1. Pour connaître donc le taux de croissance, il faut faire le PIB de l'année n plus 1, auquel on va soustraire le PIB de l'année n sur l'année n. Ça nous donne le taux de croissance. Nous allons dans ce second temps nous intéresser au problème de ces indicateurs de création de richesse. Avec tout d'abord le calcul du PIB qui, à lui tout seul, pose plusieurs soucis. Tout d'abord, nous avons vu tout à l'heure que dans le calcul du PIB, on prenait en considération les productions non marchandes à travers leurs coûts. C'est-à-dire que les services publics vont être évalués simplement par le salaire des fonctionnaires, les frais annexes. Par exemple, si on prend en considération une heure de cours. Ça va être le salaire de l'enseignant, ça va être les salaires de toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement qui ne sont pas professeurs, tous les frais annexes en fait liés à la gestion de l'établissement. C'est ça qui va être pris en considération, mais pas du tout la création de richesse. Or, une heure de cours, c'est quoi? C'est aussi une heure de formation qui, quelque part, sera créatrice de richesse pour plus tard, dans la mesure où elle forme des élèves qui seront de fait un peu plus compétents avec une heure de cours, avec une heure de formation, que s'ils ne l'avaient pas eu. Tout ça, c'est pas pris en considération. Autre souci posé par le calcul du PIB, c'est qu'il y a certaines activités qui ne sont pas prises en considération dans son calcul. On pense par exemple à de la création de richesse qui n'est pas légale, comme le trafic de drogue ou le travail non déclaré, qui s'appelle plus communément le travail au noir. Tous ces éléments qui sont pourtant de la création de richesse et qui peuvent parfois représenter beaucoup d'argent, tout ça, ça ne rentrera jamais en considération dans le calcul du PIB. Il y a d'autres activités comme le travail domestique, par exemple faire son ménage, faire son jardin, faire garder les enfants de ses voisins gratuitement. Tout ça, c'est finalement des emplois de techniciens de surface, de jardiniers ou pépiniéristes, de babysitters, qui ne sont pas pris en considération dans le calcul du PIB, qui finalement vont détruire de la croissance quand vous faites le travail domestique au regard du mode de calcul du PIB. Vous avez aussi dans cette même logique le bénévolat, qui est du travail, qui pourra être du travail, mais qui n'est pas rémunéré, qui ne va jamais rentrer en considération dans le calcul du PIB, alors que là, encore une fois, on pourrait considérer que quelque part,
on a de la création de richesses. Parallèlement à ça, on a des choses qui vont être comptabilisées dans le PIB qui pourtant ont un impact négatif. Par exemple, prenons l'exemple d'un accident de voiture. Un accident de voiture, c'est quoi? C'est, ça va mobiliser des carrossiers potentiellement, des secours, des assurances. Quelque part, ça génère de l'activité économique. Alors qu'effectivement, c'est quand même problématique de se dire ça. Un accident, ça crée de la croissance et ça crée du PIB. Pareil pour la pollution. La pollution, ça veut dire activité. La pollution, ça veut dire aussi qu'il faudra considérer la dépollution. La dépollution, c'est aussi une activité économique qui est créée grâce à la pollution. La pollution crée donc de la croissance et de la richesse. Mais le vrai problème du PIB, c'est qu'il ne prend pas en considération le développement des pays. Il ne prend pas en considération le bonheur des gens, il ne prend pas en considération leurs conditions de vie. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement a conçu un indice ou indicateur de développement humain. Cet indicateur, il va prendre en considération trois choses. D'abord la santé, à travers l'espérance de vie à la naissance. Ensuite, le niveau d'instruction, le niveau d'éducation, à travers le nombre d'années de scolarisation. Et enfin, le niveau de vie à travers le revenu national moyen par habitant. Tout ça, ça va nous donner un chiffre entre 0 et 1, considérant que 0 est la moins bonne note et 1 la meilleure note. Et là, on va voir qu'effectivement, il peut y avoir des différences avec des pays qui peuvent avoir un IDH assez élevé et paradoxalement un PIB plutôt faible, ou le contraire, comme la France par exemple, qui s'est toujours très bien classée en termes de PIB, autour de la 5e ou de la 6e place, et qui pourtant va se situer au niveau de l'IDH, avec pourtant l'IDH autour des 0,9%, donc plutôt une bonne note, va plutôt se classer au niveau des 20-30e pays du monde. On peut donc conclure que mesurer la création de richesse ne suffit pas pour mesurer et pour évaluer le développement d'un pays.